Léonidas Carrel, Mouton Mamouni, c'est l'invité de la grande interview ce soir. Les questions d'actualité, l'année de la jeunesse, vues sur l'angle culturel, c'est l'ossature de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous êtes membre du Parti congolais de travail, PCT. Vous êtes toujours actif au sein du parti ou vous avez pris vos distances avec le monde politique? Ah non, je n'ai pas pris mes distances avec le monde politique. Je suis totalement convaincu, persuadé que j'ai encore des choses à donner, mais aussi des choses à apprendre de ma famille politique, de la vie politique. Frantz Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Ensuite, elle a deux choix. Ou elle accomplit ou elle a trahi. Ben, moi, j'ai décidé de continuer d'accomplir ma mission en tant que militant, en tant que membre du comité central au sein du Parti congolais du travail. Donc, non, je suis très actif au niveau de ma famille politique. D'accord. Monsieur Mamouni, en tant que ministre de la Culture, soutien fidèle du président Sassou Nguesso, quelle est votre réaction générale à l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique? Bien, je vais commencer par dire que je voudrais d'abord saluer la résilience, le courage, l'ambition, l'idée, le désir du rêve de l'enfant Denis Sassou Nguesso à cette époque, qui aujourd'hui est président de la République. Partir de là où il était et devenir ce qu'il est aujourd'hui, il fallait avoir de l'ambition, il fallait avoir une vision, il fallait rêver. Mais l'ambition, le rêve doivent rencontrer la volonté. En même temps, c'est donc une occasion pour moi de lancer un message à ceux de ma génération, de continuer à croire dans le Congo d'après, de continuer de caresser ou de rêver l'idée d'être utile, d'être important, d'être non pas spectateur, mais acteur de la vie ou du développement de notre pays. Pour revenir à votre question de façon plus précise, le président a fait en réalité une analyse panoramique de la situation mondiale. Il n'a éludé, il n'a évité aucune question. Il est parti de la question de la Libye. Moi, je me souviens à l'époque, je suis au gouvernement, nous avons reçu ici le général Haftar, je m'excuse si j'écorche le nom, pour la question de la paix en Libye. Personne aujourd'hui ne peut douter de la dimension diplomatique du président Denis Sassou Nguesso. Il a également abordé la question relative au conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Là encore, le président a mis en avant la nécessité de se parler, la nécessité de dialoguer. Il a également parlé des liens à la suite de son voyage en Russie, donc des liens entre le Congo et la Russie. Vous êtes sans ignorer que plusieurs cadres civils et militaires congolais ont été formés par les Russes. Il n'y a donc aucune raison que le Congo aujourd'hui se désolidarise de ces accords ou de ces relations bilatérales ou unilatérales avec la Suisse. Ensuite, le président a également parlé de la situation économique et sociale de notre pays. J'ai apprécié l'interview. J'ai lu un homme vrai. Nous sommes ici dans les plateaux de Tchileka, qui veut dire vérité. Le président a dit la vérité sur des questions qui peuvent paraître comme des questions sensibles. Et je crois que c'est ça la marque d'un homme politique. C'est ça la marque d'un leader. C'est de dire les choses telles qu'elles sont, parler des réformes telles qu'elles doivent être menées. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai suivi l'interview du président. Il a abordé la question de la dette. Il a abordé la question des salaires. Il a abordé la lancinante question de l'eau, de l'électricité. Il a abordé la question sociale du Congo. Il a abordé la question des bébés noirs, la question de la jeunesse congolaise. Il a abordé la fameuse question des terres entre guillemets cédées aux Rwandais, mais des terres qui ne sont pas cédées, des terres qui sont mises à la disposition des Rwandais. Je pense que nous en parlerons. Donc, c'est une lecture
panoramique de la situation mondiale que le président Denis Sassou Nguesso a abordé, et je vais lui tirer tout mon chapeau. Dans tous les cas, je n'ai jamais hésité de la capacité du président de la République à dire les choses telles qu'elles sont en proposant des perspectives. Le président a évoqué les accords avec le Rwanda. Il a souligné leur importance pour le développement du Congo. Quelle est votre analyse des accords, particulièrement en ce qui concerne leur impact sur le secteur économique et culturel? Je vais d'abord dire que je ne comprends pas la polémique qui est née de ces accords. Le monde aujourd'hui est un village planétaire. Les grandes nations, les grands hommes, ce sont ceux qui ont compris qu'on ne fait rien dans la vie quand on est seul. La question que je me pose, est-ce que c'est la première fois que le Congo mette à disposition des terres à des entreprises privées, étrangères, mais de droit congolais? Non. Alors, abordons la question dans son volet économique. Mais ces entreprises qui s'installent ici vont travailler à élargir l'assiette fiscale du Congo, puisque ces entreprises vont payer des impôts ici au Congo. Ils ne payeront pas des impôts au Rwanda, ils payeront des impôts ici au Congo. Ils vont embaucher des gens, mais ils ne vont pas aller prendre 2000 ou 3000 Rwandais pour venir travailler ici. Cela voudrait dire que la main-d'œuvre sera une main-d'œuvre congolaise. Mais il y a Dangote qui a une ou deux usines de ciment, enfin, qui a des cimenteries ici. Personne n'a fait l'objet de critiques ou de craintes. Donc, je disais que sur le plan économique, il y aura la création d'emplois. Il y aura, on va contribuer là encore à la diversification de l'économie. Il y aura une économie locale qui va se développer dans la zone où les Rwandais vont exercer leur activité économique. Il y a donc une économie locale qui va se créer. Ensuite, je parlais tout à l'heure de la fiscalité, parce que c'est une fiscalité qui profitera justement au Congo. Ensuite, vous posez la question sur le volet culturel. Vous savez, madame, la culture est la mère nourricière du tourisme. On ne peut pas parler, chaque fois qu'on parlera de la culture, il y aura le tourisme à côté. Effectivement, nous avons des accords dans le domaine culturel, mais aussi touristique, avec le Rwanda. Qui peut, je vous ai dit tout à l'heure que la culture est la mère nourricière du tourisme. Qui peut aujourd'hui mettre en cause le développement touristique du Rwanda? Le Rwanda, à l'heure où je vous parle, c'est entre 350 millions et 500 millions de dollars de recettes chaque année. Le Rwanda, à l'heure où je vous parle, le PIB du secteur touristique, c'est 10% d'apport dans l'économie rwandaise. Or, si vous lisez le PND dans notre pays, l'objectif à atteindre pour le secteur touristique, c'est 10%. Nous sommes à 3% aujourd'hui. Les Rwandais sont déjà à 10%. Donc, vous voyez bien que nous avons tout à gagner en étant à l'école du développement touristique, donc de facto culturel, avec un pays comme le Rwanda qui a fait ses preuves dans ce secteur. Donc, pour répondre de façon synthétique à votre question, c'est que je pense que les accords avec le Rwanda, tant sur le plan économique que sur le plan culturel et sur le plan touristique, le Congo a tout à gagner. Tout à l'heure, on parlait du volet économique. Je voulais également donc revenir rapidement sur le transfert de technologie. Les Congolais, par ce biais, par l'activité économique des Rwandais ici, vont forcément recevoir ou avoir un transfert de compétences, un transfert technologique, un transfert de méthodologie. Donc, je pense que on a tout à gagner là-dedans. En 2024, le président a mis l'accent sur la jeunesse. Oui. En particulier en abordant les défis liés à l'emploi. Comment, selon vous, la culture et l'art peuvent-ils contribuer à cette dynamique de développement de la jeunesse congolaise? Il faut commencer par dire que le peuple congolais est un peuple jeune. Le peuple congolais est un peuple jeune
Et le dernier recensement général de la population nous a donné des preuves que plus de 70% de la population congolaise était jeune. Ce qu'il faut vous dire, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le secteur culturel et le secteur touristique, j'y ajoute le secteur de l'artisanat, ce sont entre guillemets des secteurs qui semblent être négligés, mais qui sont des bassins d'emploi. Rien que sur le secteur culturel. Dans le domaine de la culture, vous avez à peu près dans ce domaine 360 métiers. Je ne parle pas de 360 emplois. Je parle de 360 métiers dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, le Congo est le premier pays en Afrique centrale à avoir promulgué une loi portant statut des artistes. C'est la loi Motom. Lorsque nous avions été à l'Assemblée nationale, nous avions fait une proposition de loi qui a été votée par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, proposition de loi qui a été promulguée par le président de la République. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la question des décrets d'application. Parce que pour que la culture devienne un secteur reconnu comme les autres secteurs pourvoyeurs d'emploi dans le formel, mais il faut que la question juridique soit d'abord réglée. Donc, la loi portant statut des artistes qui a été promulguée par le président de la République doit impérativement bénéficier ou avoir les textes d'application pour permettre à ce secteur de se développer encore plus. Donc, je disais que le secteur culturel, c'est un bassin d'emploi. Tenez, madame. Mais, voyez, on est dans votre studio. Il y a des ingénieurs de son et de lumière. Mais ce sont des métiers qui, officiellement, ne sont pas dans le circuit du Code du travail. Pourtant, ce sont des métiers. Lorsque vous prenez nos orchestres, savez-vous comment les artistes sont payés? Ben, c'est le chef d'orchestre qui décide, après un concert, selon la bonne tête du client, il dit, bon, un tel a bien joué au synthé, bah, je lui donne 50 000. Pourtant, celui qui joue au synthé, c'est son métier. Celui qui joue à la guitare, c'est son métier. La loi réglemente donc de façon juridique le secteur culturel. C'est vrai que souvent, lorsque nous parlons du secteur culturel, nous pensons que ça se limite à la musique, mais la loi est une loi transversale qui a balayé plusieurs secteurs dans ce domaine. La loi parle des sapeurs, la loi parle des écrivains, la loi parle des peintres, la loi parle, donc je disais, des musiciens et bien d'autres. Et donc, je disais que pour que ce secteur, le secteur culturel, apporte largement dans la création de l'emploi, il faut déjà que nous puissions rédiger les textes d'application qui donneront une valeur, une assise juridique à la loi qui a été promulguée. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que la culture est la mère nourricière du tourisme. Le secteur touristique, madame, en Égypte, le tourisme, c'est à peu près 10 millions de visiteurs chaque année au Maroc. En Égypte, c'est à peu près 15 millions de visiteurs chaque année au Maroc. Est-ce que vous imaginez, prenez 2 secondes à imaginer 10 millions de touristes qui doivent venir au Congo chaque année. Mais ces 10 millions de touristes doivent avoir des guides touristiques. Ça veut dire qu'on en créera, enfin, qu'on en formera plus, qu'on mettra sur le marché du travail plus. Ces 10 millions de touristes doivent fréquenter les hôtels, doivent fréquenter des restaurants. Donc là également, il y aura un impact, une répercussion, puisqu'il faudra recruter plus de serveurs, plus de barman, plus de. Tout cela rentre effectivement dans la dynamique ou le circuit de la création d'emplois.
Donc, vous voyez bien que moi, je suis d'accord. Et c'est ici l'occasion pour moi de féliciter le président de la République, d'abord, qui a annoncé l'année de la jeunesse, mais également féliciter le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, qui, en tant que chef du gouvernement, a donné le cap sur la création de 100 000 emplois. C'est tout à fait possible. Cependant, il est vrai, et le gouvernement a eu l'honnêteté de le dire, je salue le courage du gouvernement. C'est, à mon avis, il nous faudra un plan Marshall sur 2 ans et demi ou 3 ans, de façon justement à donner la priorité à l'emploi, à la formation qualifiante de la jeunesse de notre pays. À côté, il faut travailler à encourager les initiatives privées. Nous avons, vous savez, le secteur culturel, sa particularité en termes d'emploi, c'est que c'est des contrats ou des emplois cycliques. Aujourd'hui, un fonctionnaire, donc un agent de la fonction publique, ne peut pas en même temps être dans 4 ou 5 ministères. Par contre, un artiste peut, en une seule journée, avoir 5 ou 6 contrats. Mais nous avons des Congolais qui organisent des activités privées dans le domaine culturel. Je pense à Feu de Brazza de monsieur Hugues Andaï, que j'encourage. Je pense au festival Maloba de monsieur Lemvani Hugues, n'est-ce pas? Je crois que la République doit créer les conditions pour soutenir ce genre d'activité, parce que pendant ces activités, il y a une création d'emplois, même si ce sont des emplois temporaires. Au fond, la vérité, ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui aiment la République, ceux qui font des efforts, ceux qui honorent la République, ceux-là doivent pouvoir compter sur l'entier soutien de la République. En même temps, je crois dans la République solidaire. Et je pense que l'autre rôle de la République, c'est de tendre la main à ceux qui se sont levés tard ou à ceux qui ont pris le mauvais trait en retard. Poursuivons notre échange. Lors de son interview, le président a déclaré que l'opposition est aujourd'hui affaiblie et le chef de file de l'opposition n'a que peu de poids. Quelle est votre interprétation de cette situation politique? C'est le premier volet de la question. Le deuxième, c'est pensez-vous que cela a un impact sur la démocratie congolaise? Les plus érudits que moi ont dit que ce qui se conçoit bien s'énonce bien et les mots pour le dire viennent aisément. En réalité, madame, je suis scandalisé par la léthargie, par l'inertie de l'opposition dans notre pays. Une opposition libre de ses activités, une opposition libre de ses mouvements. La vérité, c'est qu'en réalité, nous sommes en face d'une opposition force de contradiction, alors que nous avons besoin dans le pays d'une opposition force de proposition. Elle n'a aucune vision, elle n'a aucune idée, elle est d'abord opposée elle-même au sein de son opposition. Mais comment elle va unir le pays? Si je vous pose la question de savoir, quelle est la vision de l'opposition sur la question de l'éducation? Monsieur le ministre, désolé, c'est moi qui pose les questions. Non, 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 je m'interroge, madame. Ouais. Je ne prends pas votre place. Ah, d'accord. Je dis, mais je veux dire, je vais poser la question aux citoyens. C'est une façon pour moi de vous dire que l'opposition n'a pas aujourd'hui une vision pour gouverner. En réalité, nous sommes en face d'un groupe d'hommes et de femmes qui sont dans la dynamique de « ôte-toi de là pour que je m'y mette ». Je me disais, mais je voudrais savoir quelle est la vision politique de l'opposition sur la question sociale, sur la question économique, sur la question de l'eau, sur la question de l'électricité. Diable! Mais nous avons besoin de confronter nos idées à celles de l'opposition. Nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de venir sur les plateaux de Tcheleka pour dire il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on vole de l'argent. Là encore, ce sont souvent des rêves. L'opposition doit venir dire, si nous étions aux affaires, voici le modus operandi que nous aurons mis en place pour régler la question de l'eau, la question de l'éducation, la question de l'électricité. Donc, vous voyez bien que, pour moi, j'ai même beaucoup plus je prête même un peu plus mon oreille à
un jeune opposant comme Dave Mafoula, même si je ne partage pas les mêmes convictions politiques que lui, mais je trouve monsieur Dave Mafoula structuré dans sa vision des choses. Donc, pour répondre à votre question, et puis, il est difficile que cette opposition puisse se comprendre, d'autant plus que ce sont, dans la plupart des cas, des gens qui se retrouvent sans partager la même idéologie. Si ça ne dépendait, en tout cas dans mon esprit, mais un parti comme l'UPADES, je ne considère pas l'UPADES comme un parti de l'opposition. L'UPADES, pour moi, dans mon esprit, est un parti de la majorité présidentielle. Parce qu'au fond, sur le plan idéologique, le PCT, qui est le leader, qui tient le leadership de la majorité présidentielle, est un parti de la social-démocratie. Le RDD est un parti de la social-démocratie. L'UPADES est un parti de la social-démocratie. Le PSDC de mon papa Clément Mirassa, parti de la social-démocratie. Mais si le PCT aussi est un parti de la social-démocratie, ben retrouvons-nous pour que eux, à ce moment-là, que nous puissions avoir des contradictions sur l'idéologie au sein de cette famille. C'est une façon de dire qu'il est peut-être temps que nous puissions réfléchir sur les idéologies en tenant compte de nos alliances que sur des alliances contre nature qui ne font pas généralement avancer le pays. Enfin, pour chuter, votre seconde question, c'était est-ce que cela est une menace à la démocratie? Mais bien sûr que c'est une menace pour la démocratie. Parce que l'un des piliers de la démocratie, c'est le débat, c'est la contradiction. Mais si vous êtes en face d'une structure oppositive qui passe le temps dans le nonisme, on dit non à tout. Bonjour, non. Au revoir, non. Nous sommes en face d'une opposition qui ne reconnaît rien, qui ne salue rien. Aujourd'hui, madame, la construction de la route Brazzaville-Ouesso, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vérité, c'est une réalité. Aujourd'hui, on part de Brazzaville vers Pointe-Noire, même avec des petits véhicules. Ce n'est pas une vision d'hier. Mais le président Lissouba, en parlant de la petite Suisse, il rêvait de réaliser ses projets. Et donc, pour vous dire, si hier le président Lissouba avait promis aux Congolais la petite Suisse, eh bien le président Denis Sassou Nguesso, bon an mal an, est en train d'essayer de conduire le Congo vers le chemin de la grande Suisse, pas de la petite Suisse. Restons sur les questions de terre vendues au Rwanda. Les questions de terre vendues au Rwanda continuent à susciter des controverses, bien que le gouvernement ait apporté les réponses et les preuves pour dissiper les doutes. L'opposition reste sceptique. Quelle est votre position sur cette affaire et que répondez-vous à ceux qui critiquent ces accords fonciers? Madame, vous utilisez un beau mot, c'est le mot sceptique. Je vous ai parlé tout à l'heure du nonisme. On dit non à tout. Mais vous savez, ce qui est miraculeux avec notre opposition, c'est qu'un matin, elle nous demande à nous de respecter la loi, mais un autre matin, elle-même ne veut pas travailler à respecter la loi. Nous avons une constitution. Et l'article 175 de notre constitution donne mandat à la Cour constitutionnelle d'être juge de la constitutionnalité des traités et des accords. Ça veut dire que l'opposition a bien le droit de se rapprocher de la Cour constitutionnelle pour, de façon légale, demander un certain nombre de choses. Le gouvernement s'est exprimé devant le Sénat. Le gouvernement s'est exprimé devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement est allé sur le terrain. Le gouvernement a mis à la disposition de la société civile, du clergé, a mis à la disposition des deux chambres de notre Parlement les documents nécessaires relatifs aux accords que nous avons avec le Rwanda. Mais que voulez-vous que le gouvernement fasse encore? Il est temps de dire que nous avons des Sud-Africains qui, dans la Bwenza, exploitent ou produisent du maïs. Mais pourquoi on ne va pas chasser ces Sud-Africains? Mais en réalité, nous sommes en face des hommes et des femmes qui sont dans une politique de suspicion. On suspecte les frères rwandais en pensant ou en attribuant à ce pays un caractère violent, mais qui n'est pas violent. C'est les Congolais qui ne sont pas violents. Mais ce que les Rwandais ont connu dans un passé proche, nous l'avons connu en 93, nous l'avons connu en 97, nous l'avons connu en 98.
Il nous faut travailler à construire une Afrique où les hommes et les femmes doivent au fond se sentir solidaires d'un destin partagé. Une autre question, monsieur le ministre. Le président a également abordé le problème des bébés noirs et les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Pensez-vous que la culture peut jouer un rôle dans la prévention de la délinquance et dans le renforcement des valeurs congolaises? Bien sûr. Madame, je ne sais pas, et je ne suis pas certain qu'il est dans les pays du monde un ministère qui soit capable de travailler et d'avoir des résultats probants sans y associer une dose de culture. La culture est un domaine transversal. Vous voulez parler de la lutte contre la fraude? C'est culturel. Vous voulez parler de l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat des jeunes? C'est culturel. Vous voulez parler de la capacité ou de l'exigence des hommes aux fonctions de rendre compte? C'est culturel. La question des bébés noirs est une question de sécurité publique, mais une question qui nécessite, j'allais dire, une alchimie d'intervention et de la police, des politiques, mais aussi des chefs de quartier et des parents. Nous sommes en face d'une génération de jeunes qui, en vrai, et il faut avoir le courage de le dire, ne croient plus en la République, ne croient plus dans l'idée du pacte républicain. Ces jeunes n'ont plus de rêve. Ces jeunes ne croient plus en rien. Mais notre responsabilité, comme a su le dire le président de la République, c'est de travailler de façon à ramener ces jeunes à la raison. Mais, monsieur le ministre, mais pourquoi ces jeunes ne croient plus? Ah, mais certainement par certains agissements des politiques que nous sommes. Je ne le nie pas. Je le dis avec toute la franchise du monde. Mais ce sont des situations qu'on trouve dans tous les pays du monde, madame. Ce ne sont pas des questions qui sont, bien que je ne les encourage pas, mais ce ne sont pas des questions qui sont spécifiques au Congo. Je salue donc les efforts du gouvernement avec la construction des sites à Aubeville. Ça se fait à Kinshasa. Il faut travailler à réintégrer ces jeunes dans le circuit de la formation qualifiante. Il me sera difficile de penser ou de comprendre, voir un jeune demain qui est sûr d'avoir 100 000 francs ou 120 000 francs CFA chaque fin du mois, mais de continuer d'aller braquer, d'aller tuer des paisibles citoyens. C'est une question pour laquelle chacun de nous doit s'y mettre. Et donc, je vous disais tout à l'heure que je crois que le secteur culturel, le secteur touristique, le secteur de l'artisanat peuvent être des secteurs capables de canaliser ces jeunes, de les occuper et de faire intégrer dans ces jeunes l'idée de la construction de la République, l'idée de l'appartenance à la République, l'idée du patriotisme. Parce que lorsqu'on est conscient, qu'on est patriote, on ne tue pas, on ne casse pas, on ne vole pas, on ne détruit pas. Nous tendons vers la fin de notre entretien, monsieur le ministre. En tant qu'ancien ministre de la Culture, que pensez-vous des projets du président pour renforcer ce secteur et quels seraient selon vous les axes prioritaires à poursuivre pour faire rayonner la culture congolaise à l'échelle nationale et internationale? Je voudrais d'abord commencer une nouvelle fois de plus par remercier Tchileka pour votre accueil, pour les conditions de travail. Vous êtes très bien organisé. Chapeau. Puisque nous allons vers la fin de notre émission. Vous posez la question de savoir, selon moi, quels sont les axes prioritaires que le président doit utiliser ou les leviers que le gouvernement doit utiliser pour faire que le secteur de la culture soit un secteur rayonnant pour notre pays au niveau international ou même national. Je vous ai dit tout à l'heure, tout au début de notre émission, que la culture est la mère nourricière du tourisme. Je m'interdis donc de parler de la culture sans y associer le tourisme. Madame, mais le Congo a un potentiel culturel et touristique sans commune mesure. Vous connaissez un pays qu'on appelle la Colombie? Oui. Bien. En Colombie,
Il y a un monsieur à l'époque, comme me passe le terme, qui était un bandit, qu'on appelait Pablo Escobar. Mort pour des crimes ou des fautes commises. Aujourd'hui, le frère cadet de Pablo Escobar a créé un environnement touristique dans la maison de Pablo Escobar. Les visites chez Pablo Escobar, un bandit, donc un bébé noir de l'époque, les visites en termes de recettes rapportent 5 millions de dollars par an. C'est plus de 3 milliards de francs CFA. Parce qu'on a créé un environnement touristique. Je vous disais que le Congo a tous les atouts nécessaires pour être une grande destination culturelle et touristique. 1. Le président a promulgué la loi Moutom. Il faut que le ministère des Industries culturelles travaille à l'écriture des textes d'application. Parce que si nous n'avons pas des textes d'application, ben la loi ne sera pas appliquée. 2. Une fois que les textes d'application sont rédigés, puisque la loi est promulguée, nous serons dans l'obligation de modifier le code du travail parce que désormais le secteur culturel intègre le circuit économique, le circuit du travail dans notre pays. 3. Procéder à la mise à disposition du public d'un grand musée national. Nous avons un site en Pila que j'ai visité avec le ministre d'État Jean-Jacques Bouillat à l'époque où j'étais en charge des questions culturelles. Parce que pour que les gens viennent chez nous, il faut bien des sujets qui attirent ces personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent d'autres pays, ils vont en Argentine, juste voir là où est né Maradona, le terrain sur lequel jouait Maradona. Mais je disais tout à l'heure que nous avons des atouts. Nous avons la mer, nous avons le fleuve, nous avons le chemin de fer Congo-Océan, nous avons la colonisation, madame. En France, l'histoire de la colonisation de la France ne peut pas être écrite, ne peut pas être discutée sans parler de la construction du chemin de fer Congo-Océan. C'est donc un atout. Nous avons la SAP, madame. Nous avons, je disais la SAP, nous avons près j'ai dit que nous avons la mer, nous avons le fleuve, nous avons la SAP, nous avons le fleuve Songa, nous avons la Lima, nous avons le royaume Teke. Donc, vous voyez que nous avons beaucoup de choses à vendre. Nous avons des résistants comme André Grenard-Machua. Mais le Congolais qui vit en France, lorsqu'il vient ici avec ses enfants, pour raconter à ses enfants l'histoire de son pays, où est-ce qu'il les emmène? Voyez-vous? Donc, je pense que nous avons là des atouts qui peuvent nous permettre de créer une dynamique très puissante. Je vais chuter avec des chiffres. Le PND, donc le Plan National de Développement de notre pays, a donné un objectif au secteur touristique, donc lié à la culture. Un objectif pour atteindre 10% du PIB. Le Plan National de Développement en 2019, c'était 6 000 milliards. Mais si le secteur touristique doit apporter 10% de ces 6 000 milliards, cela nous fait à peu près 600 milliards de francs CFA. Ce qui doit être l'apport du secteur culturel et touristique. L'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, l'OMT a mis à la disposition du public une étude avec des chiffres qui dit que chaque année, plus d'1 milliard de personnes quittent leur pays pour visiter d'autres pays. Et ces 1 milliard de personnes dépensent à peu près 1 500 € pendant ce voyage. Donc à peu près 1 million de francs CFA. Aujourd'hui, selon les chiffres du ministère des Industries culturelles et touristiques, le Congo capte à peu près entre 250 et 300 000 touristes ou visiteurs par année. Bien, cela veut dire que si dans les 1 milliard, nous faisons l'effort de capter à peu près 400 000 touristes, que nous associons à ceux que nous avons déjà chaque année, et que chaque touriste, 600 000, que chaque touriste dépense 1 million, cela nous fera 600 milliards. Donc, nous allons répondre à la question des 10% du PIB.
Aujourd'hui, nous sommes à 3%. Donc, mais pourquoi on en arrive là? Il faut une véritable politique culturelle et touristique qui nous permette d'attirer les grandes masses. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que nous devons travailler à développer le tourisme culturel. Parce que le tourisme, on va dire qu'il y a beaucoup d'entités ou de secteurs dans le tourisme, mais je pense que nous aurons tout à gagner et ça nous coûtera moins cher de développer le tourisme culturel que le tourisme qui est lié à la biodiversité ou à la protection de l'environnement, qui est un tourisme, à mon avis, qui coûte excessivement cher. Monsieur le ministre, nous allons nous séparer bien avant. Parlons de vos perspectives. Les élections législatives, c'est dans près de 2 ans et demi. Serez-vous à nouveau candidat? Écoutez, la vérité, c'est que je n'ai pas fini avec la politique, je vous l'ai dit. Je crois dans un destin politique. La vérité, c'est que je pense que j'ai encore des choses à donner politiquement au Congo et à la Sangha. Donc, si votre question consiste à me poser la question de savoir si je pense à la Sangha quand je me rase le matin, oui, je pense encore à la Sangha quand je me rase le matin. Nous avons construit le marché le plus moderne du département de la Sangha que nous allons inaugurer dans quelques mois. Nous sommes restés en contact avec la base, les populations de la Sangha. Mais avant de parler des élections législatives, il y a aujourd'hui les élections présidentielles en ligne de mire que nous préparons pour soutenir notre champion, le camarade président Denis Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, je suis focalisé sur l'apport de mon apport au sein de ma famille politique, le Parti congolais du travail, pour faire élire dès le premier tour le président Denis Sassou Nguesso, parce que, comme le disent les Ivoiriens, devant, c'est maïs. Donc oui, je pense encore à la Sangha. Je suis convaincu que mon histoire politique n'est pas encore finie avec le Congo, avec le département de la Sangha. J'y pense, nuit et jour, à tout venant, n'en déplaise aux iconoclastes. Monsieur le ministre, merci d'être passé dans les locaux de Téléka Média. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette interview. On se dit à la prochaine occasion.